Des profils hybrides. Sales et tech qui, grâce au no-code, vous permettent d'attaquer le marché plus rapidement. Entrepreneur as a service. Le business développement, c'est pas que simplement de la vente sous processus, dans sa forme processus commercial, tu vois, dans sa forme commerciale. Je prends mon téléphone, j'appelle, le market, je m'en fous, le produit, je m'en fous. Non, c'est une vision 360, une vision 360 totale et chercher vraiment à se dire ok, la boîte, je veux l'amener à tel niveau parce que en fait, j'ai cette vision 360. Merci d'avoir accepté l'invitation les gars. Ça fait longtemps qu'on devait se faire ça. On va se faire une discussion entre growth manager et bizdev, business developer. Quels sont vraiment ces métiers, comment ils sont apparus et comment nous on les perçoit. Toi le growth déjà, comment tu le vois arriver sur le marché on va dire et comment tu l'appréhendes, comment tu le perçois? Le growth aujourd'hui, c'est l'évolution d'un marketing beaucoup plus ancré dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. En gros, c'est du marketing qui fait de l'argent, tout simplement. On n'est pas là à faire trop de philosophie, on n'est pas là à faire de grandes stratégies à N+3. Non, on fait de l'argent tout de suite ou demain. Voilà, on est là pour soit générer de la croissance ou soit piloter, on est là soit pour générer de la croissance ou de l'hypercroissance, mais aussi également pour piloter cette croissance et cette hypercroissance. Et c'est un terme un peu mainstream qui est arrivé il y a pas très longtemps au final. J'ai l'impression là c'est le thème, tout le monde en parle, tout le monde cherche un gros manager, un gros hacker. Comment toi tu le vois, enfin, du coup tu penses que c'est biaisé, que c'est une vision un peu Il y a plusieurs, ça dépend comment on se place. Alors d'un côté, je trouve ça très bien que la plupart des entreprises s'intéressent au growth management, d'une manière générale, au growth. Maintenant, on entend un peu tout et son contraire sur le marché, sur LinkedIn, dans les discussions, en entretien aussi également, où certaines personnes ont des idées préconçues de ce qu'est le growth. Mais en fait, n'en savent strictement rien. Et la plupart des gens, malheureusement, et c'est un fait, ils n'en savent strictement rien. Le terme growth hacking en France a été popularisé par The Family à juste titre parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau et qui correspondait à une manière de créer un business, de piloter un business et pas mal de choses. Il y avait une philosophie derrière. Aujourd'hui, il y a quand même, moi en tout cas, je dissocie clairement le growth hacking du growth management. Pourquoi ? Parce que être growth hacker initialement, c'est avoir des stratégies court terme, voire moyen terme, filouter pour générer, le but c'était de trouver un filon qui permet de générer du lead et générer du cash. Aucune notion de le moyen et long terme. Le growth management, c'est pas ça. Alors effectivement, on peut utiliser des hacks, mais en réalité, le growth manager est beaucoup plus proche qu'un CMO, voire même peut être le CMO d'une boîte. Dans mon cas, c'est un peu le cas pour ma part. Et clairement, avoir une stratégie de growth management, c'est en fait avoir une stratégie marketing où l'idée, c'est d'avoir une vision à court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme, dans le but de générer de la croissance, orienter une hypercroissance, la piloter aussi également, mettre en place des outils intelligents d'aujourd'hui au travers d'outils, au travers de process, au travers de gestion humaine aussi également, et aussi des 360 degrés. C'est-à-dire que tu dois être le meilleur ami des sales, le meilleur ami du bizdev, mais aussi communiquer parfaitement avec ton CEO, communiquer avec la team produit, communiquer avec la team tech, parce que le growth manager peut aussi avoir une notion de tech. Enfin, c'est vraiment un couteau suisse, mais un couteau suisse qui connaît parfaitement son métier en fait. Pas un couteau suisse qui est un peu bon partout, mais aussi un peu nul. Non. Ça reste du marketing, ça reste une fonction qui est censée créer de la valeur. Donc, je vois ça d'un bon œil, parce que je suis moi-même growth manager et du coup, aujourd'hui, j'ai des fonctions de CMO, tu vois, mais il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience sur ce qu'est ce terme, mais c'est valable aussi pour le terme de business developer et les autres termes un peu plus exotiques comme SDR, BDR, etc. Nous, on voit des ramifications entre business development et marketing. Et du coup, c'est la discussion qu'on avait, Aurel, sur ce métier de business developer. Au final, nous, on est obligé de comprendre le marketing et on espère que le marketing nous comprenne pour, en tout cas, générer du revenu, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que, justement, moi, la vision que j'ai du business developer, c'est que c'est un personnage, entre guillemets, si on devait faire avec une analogie du basketball, tu vois, c'est le meneur. Et un meneur qui ne sait pas exactement quel est le poste
quel est le rôle de chaque poste, chaque poste pour chaque coéquipier. Bah, c'est un meneur peut-être qui sera bon dans les crosses, il sera bon dans les moves, tu vois, il aura des moves, c'est cool. Mais tu vas servir à rien sur le terrain au final. Parce qu'en fait, tu sais pas à quel moment faire la bonne passe, tu sais pas, ton pivot, il sert de pivot. En fait, c'est le business developer qui ne comprend pas ce qu'est le market, qui ne comprend pas ce qu'est l'équipe produit, qui ne comprend pas ce qu'est la tech, etc. C'est pour moi pas un business developer, c'est juste un individu dans la boîte qui est payé. C'est juste ça, tu vois. Et en tant que business developer vraiment, dans le sens vraiment business du terme, avoir une vision 360, c'est correctement se dire, ok, je sais qui fait quoi, je sais à quel moment je peux faire telle action qui pourra pusher, qui pourra amener la boîte le plus haut possible sur un instant T, tu vois. Mais c'est surtout être conscient du rôle de chacun et particulièrement surtout du marketing pour le coup, parce qu'au final, quand on parle aujourd'hui, on parle de inbound, outbound, etc. Le business developer qui ne comprend pas l'inbound marketing, bon courage pour t'en sortir, mon ami, tu vois. Et c'est important ce qu'il dit parce que le marketing, enfin quand tu es growth manager, tu te dois d'être le meilleur ami de ton head of sales ou de tous les sales. Parce que, une fois de plus, le growth marketing, c'est du marketing qui fait de l'argent. C'est très pragmatique. Et qui est-ce qui fait de l'argent dans une boîte ? Eh ben, qu'on le veuille ou non, ce sont les sales. C'est eux qui vendent. Donc pour vendre, il leur faut du coup des alliés. Et nous, on est les alliés numéro 1. Et dans l'autre sens, les sales, vu que tu dis ils vendent, eux, ils ont l'info du client, ils ont l'info marché. Et en fait, il la retourne au market qui, lui, saura du coup comment améliorer l'acquisition et comment appréhender mieux le persona, le prospect, etc. Dans ton podcast, tu as invité Yann Leonardi. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait et son approche du marketing. Et c'est un grand passionné et amoureux du framework ARR. Et finalement, lorsqu'on parle du framework ARR, déjà, c'est un framework qui n'est pas connu de tous et qui nécessite un peu de bon sens et quelques techniques aussi pour pouvoir appliquer une stratégie via ce framework-là. Tous les différents leviers de ce framework-là passent par le fait que tu bosses avec un sales, tu bosses avec une équipe sales, tu bosses avec des business développeurs, tu bosses avec un head-off qui a la vision, ou peut-être qu'il n'a pas la vision, mais au moins il sait écouter. Et tout à l'heure, tu disais le marketing en 2021. C'est quoi du coup le marketing en 2021 ? Comment il a évolué ? Alors déjà, le marketing en 2021, c'est un marketing qui est très pragmatique. Concrètement, déjà, quand tu es dans une boîte, on parle des startups, quand tu es dans une boîte, le sujet numéro 1, c'est de faire de l'argent. Ça, on pourrait se dire, oui, mais c'est normal. En fait, non. Tu as des boîtes, parfois, qui abusent tellement du branding, qui abusent tellement de la fame, un peu d'une certaine manière, de passer beaucoup dans les médias, qui abusent tellement des relations publiques, qui abusent tellement de trop bosser sur leurs produits, qu'ils oublient un truc, vendre. Et crois-moi qu'il y a tellement de boîtes qui n'ont pas vendu au bon moment qu'elles sont mortes aujourd'hui, ou alors il a fallu ramer pendant longtemps pour du coup se mettre en mode vente. Par exemple, tu as des boîtes aujourd'hui, le marketing en 2021 est beaucoup lié au fait que le no-code a émergé. Tu vois, le no-code aujourd'hui, c'est un buzzword, mais le no-code a plus ou moins toujours existé. Tu vois, dès l'instant où tu as un outil qui te permettait de faire une action sans avoir à ouvrir une console et du code, en fait, tu as des outils no-code. Là, aujourd'hui, on l'a cristallisé sous ce terme-là parce que tu as des outils clairement performants et un grand nombre qui existent autour de ça. Mais tu vois, tu as beaucoup de boîtes du coup qui se disent no code parce que elles ont monté leur landing page avec Webflow, parce qu'elles ont utilisé ceci, elles ont utilisé cela, et qui du coup veulent utiliser toute la partie scientifique du marketing comme d'aujourd'hui. Donc voilà, on va faire de l'inbound marketing, on va tout séquencer, on va tout faire ceci, tout faire cela, on va faire on va créer un système automatisé. Qu'en fait, elles oublient simplement que parfois pour vendre, tu prends ton téléphone, allô, bonjour, et t'appelles, tout simplement. C'est beaucoup plus rapide et au moins tu as des informations directement du client et tu te casses pas la tête à savoir est-ce que j'ai mon produit market fit ou pas. Tu vends et puis si ça vend pas, tu sais de savoir pourquoi. Mais c'est une problématique là que j'ai eue aujourd'hui avec une cliente qui ont fait des campagnes d'acquisition et de prospection, mais tu sens qu'il n'y a pas de contenu pour vendre, pour aller vendre. Et en fait, tu n'as pas d'image de marque,
t'as pas de vidéo, t'as pas d'écrit, etc., de copywriting, t'as pas ce travail-là qui a été fait en amont. Et du coup, souvent, les gens se disent, ouais, mais je vais pas investir dans du marketing. Et ils ont peut-être aussi le schéma inverse, tu vois, où ils se disent, je vais vendre, mais j'ai pas de contenu sur lequel m'appuyer, quoi. Donc, tu as aussi ce truc-là où, en tant que business développeur, tu disais, faut que tu saches, justement, comment tu vas appréhender ton marché, quoi. C'est exactement ça. C'est, par exemple, pour le cas de cette cliente, tu vois, c'est le cas aussi de pas mal d'autres entrepreneurs et d'autres entreprises. Faut réussir à peser à avoir du 50-50, tu vois. Faut surtout, en fait, comprendre, en fait, on revient toujours sur le fait que, effectivement, quand tu es dans une optique de vente en mode business développement, si tu oublies, en fait, le côté marketing aussi, l'image, le branding, qui est aujourd'hui le branding, qui est pour moi un des facteurs numéro 1 de réussite, tu vois, qui te permet déjà de créer des barrières à l'entrée super fortes. Si tu n'as pas ça, un minima, c'est un peu compliqué. Donc il faut t'en rendre compte. Encore si tu t'en rends compte, tu le sais, mais que tu sais que tu vas le mettre en place plus tard, tu te mets en mode vente, etc. Et tu échelonnes le truc sur des semestres et tu dis, ok, sur tel semestre, je serai plus en mode vente à, 70% de vente et à 30% de marketing. Et ensuite, au fur et à mesure des semestres, tu te dis, bon, vas-y, le but, c'est de pouvoir rééquilibrer la balance et de pouvoir rehausser en termes de marketing. Et, enfin, bref. Ça, t'es dans ce mode-là, c'est compréhensible parce que tu te gères, en fait. Donc, t'es conscient, en fait, que ça, c'est un besoin. Par contre, si t'es pas dans ce mode-là, tu sais pas du tout que, tu te dis plutôt que le market, plus tard, j'ai pas d'argent. T'auras beau appeler comme un acharné et les gens, ils vont te dire, tu me saoules. Tu m'appelles, tu me saoules, je sais pas qui t'es. Ouais, mais vous inquiétez pas. Si, je m'inquiète. Tu me présentes un site qui a pas d'âme. Tu me présentes un projet qui a pas un truc qui a pas d'âme, il n'y a rien. Et oublier vraiment même pas oublier, c'est juste renoncer, entre guillemets, à mettre en avant le marketing dans ta vente, ça marche pas. En fait, c'est des éléments qui marchent de pair, en fait. Ça fonctionne de pair et tu peux pas, entre guillemets, faire avancer l'un sans l'autre. Un va avancer, effectivement, ça peut toujours avancer. Non pas que s'il n'y a pas l'autre, tu vas pas du tout avancer. C'est juste que ton avancement sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long si tu dénigres l'un pour l'autre. Et puis arriver à faire une grosse boîte, quoi, une boîte compétitive. Je sais plus qui disait ça, que une belle boîte, c'est un peu LeBron James, tu vois, qui sait shooter, qui sait défendre, qui sait tout faire. Et tu parlais de basket tout à l'heure. Donc c'est, nous on parle des 3 H chez Nice to Meet You, c'est hype, hustle et hack. Et en gros, si tu as les 3 H, t'es Elon Musk, t'es Apple et t'es ce genre de boîte. Mais comment faire quand on est sur un début de projet, tu vois? Quand là, toi, tu viens de rejoindre des fonctions de grosse manager, comment tu fais pour implanter ça sur un début de projet, quoi? Alors déjà, il faut déjà repartir de la base, connaître la boîte, connaître le produit et savoir quels sont les bons éléments que tu as dans ta boîte. Tu vois, parce que moi aujourd'hui je suis chez Cadiz, qui est une start-up dans la gestion immobilière. Il y a des concurrents sur ce marché. Nous, on a une avance technologique et aussi également de qualité de service par rapport aux acteurs historiques, et on estime qu'on est meilleur en plus que nos concurrents. Maintenant, il faut que ça se sache. Il faut le démontrer. Et maintenant, pour le démontrer, il faut du coup que tu puisses t'appuyer sur les bonnes personnes en interne. La chance pour nous, dans l'entreprise dans laquelle je suis, il y a des super talents. Donc, je m'en fais pas pour nous. Maintenant, si on prend une boîte X, en fait, reprenons l'exemple du basket, il y a 5 joueurs. Selon les saisons, tu vas avoir plus ou moins de moyens de pouvoir acheter LeBron James ou d'acheter personne. Donc tu vas devoir compiler avec ça. Donc déjà, c'est le premier point, savoir qu'est-ce que tu as dans ton équipe et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu vois, quels sont leurs skills. Une fois que tu as défini ça, tu fixes ton but.
Jusque-là, pareil, c'est logique, ça fait partie de la stratégie de la boîte. Et dire ça, ça peut paraître redondant, ça peut paraître basique, mais il y a beaucoup de boîtes qui avancent simplement parce qu'elles veulent aller vite. Mais comme en Formule 1, tu gagnes une course non pas parce que ta voiture elle va vite, parce que tu sais bien prendre les virages. Tu vois. Donc, il faut avoir du coup toujours conscience que tu vas avoir plein de murs, tu vas avoir plein de virages et il faut du coup aborder les virages comme il le faut. Et si tu as la bonne équipe, tu sauras aborder les virages comme il le faut. Aurélien tout à l'heure disait que finalement les sales vont de pair avec la team market. J'ajouterais en plus que c'est une question d'équilibre et au bon moment. Tu vois, il faut qu'il y ait une bonne répartition du poids. Donc, lorsque tu démarres une boîte, du coup, si on reprend tes 3 H, qui est la hype, le hustle et le hack. Généralement, j'aurais envie de te dire, deviens hype. Pourquoi ? Parce que c'est assez facile de faire parler de toi. Tu vois. Et devenir hype, surtout quand t'es pas grand chose, en fait, mécaniquement, ça nécessite que tu sois dans le hustle. Donc, tu dois obliger de te démerder comme il le faut, tu vois, pour faire parler de toi. Et donc, du coup, tu es directement dans le hack. Et du coup, si on le traduit aujourd'hui, ça va pas. Du coup, il y a tout un tas de personnes qui vont utiliser de superbes outils qui vont permettre de scraper LinkedIn, qui vont envoyer des mails, qui vont envoyer des séquences directement en email, etc., etc. Parfois à outrance, il faut le dire. Mais le bon hack serait aussi également d'avoir de l'empathie. Tu vois, de pas d'envoyer un message sur LinkedIn en disant oui bonjour, j'ai vu que tu faisais ça, moi je fais ça. Déjà, on se connaît pas déjà et je m'envoie un message. Et deuxièmement, tu me connais d'où en fait. Par contre, si t'envoies un message en disant ben écoute, ok. Bonjour first name, mais j'ai vu effectivement que tu avais posté un article sur ça. Qu'en penses-tu ? Enfin, qu'en penses-tu ? Comment dire ? T'intéresser à l'autre, tout simplement. Au lieu de l'emmener dans ta direction, sur ton produit. Déjà, on n'aime pas trop se faire, être une cible marketing en temps normal. Si déjà tu essaies de nouer une vraie relation avec quelqu'un, ou qu'on arrive à faire ressentir que c'est une vraie relation, déjà c'est mieux. Donc déjà en termes de hack, en termes de hustle, c'est bon. Et on a parlé de hype, on a parlé de hack, on a parlé de hustle, on a parlé de hype. Voilà, c'est les 3 H quoi. Et d'une manière générale, si je devais parler encore plus concrète, une boîte qui démarre comment elle doit, comment du coup elle doit grandir, globalement ouais, c'est ça. Hein. Ouais. C'est l'équipe des 3. En tant que gros manager, tu dois équilibrer un peu tout ça. Parce que du coup, tu as un rapport avec les sales. Mais c'est quoi ton rapport avec les sales du coup Alors, mon rapport avec les sales, je dois me démerder pour devenir leur meilleur ami. Pour devenir le meilleur ami des sales, il faut leur générer du lead. Mais après, générer du lead, c'est une chose. Mais non, générer du lead qualifié, c'en est une autre. Générer du lead dans une bonne cible, c'en est une autre aussi. Pour ça, pouvoir bien cibler les bons, pour avoir un bon ciblage, nécessite de prendre un certain temps et du coup de recueillir certaines données, parfois de créer certains process, parfois même de se payer certains outils. Et la combinaison de tout ça te permet du coup de générer des leads de qualité et du coup d'être pote avec les sales. Et du coup Aurélien, toi c'est ton sujet sur Lead Hunter, les personas, connaître sa cible. Comment tu conseilles tes clients justement sur ces sujets-là ? Déjà en fait, pour donner du contexte surtout, c'est que Lead Hunter c'est une solution de génération de leads B2B, donc c'est vraiment un SaaS, tu vois, un SaaS qui permet en fait aux équipes sales d'avoir un appui, donc pour aller beaucoup plus vite. Il est très difficile de savoir exactement qui est-ce qu'on veut, comment les toucher et de le faire rapidement. Très souvent, les équipes sales sont très souvent challengées sur ce genre de choses-là, et ça prend énormément de temps en fait de trouver la bonne tête qui se trouve dans la bonne entreprise. Avec Lead Hunter, en fait, tout ce qu'on fait, tout simplement, ça permet de pouvoir retrouver les bonnes personnes directement sans avoir à se poser la question. C'est on envoie un fichier avec les entreprises, on glisse, on attend, parce que nous, les vérifications, on les fait en interne. Il y a une vérification en interne qui est faite pour justement être sûr qu'on a les bonnes personnes qui correspondent en fait aux prospects, aux personas des clients. Et une fois qu'on l'a bien vérifié,
on leur envoie et ça leur permet, eux, de pouvoir aller plus vite et d'être sûr de taper la bonne personne et de pas botter en touche, en fait. Et après, derrière, c'est à eux de mettre en place, justement, une bonne stratégie en termes de contact pour pouvoir faire passer ce contact-là, donc ce lead, en forme de prospect. Cibler, pour avoir un bon persona, c'est déjà, en fait, savoir qui on est. Si en tant que CEO, entrepreneur ou autre, etc., on ne sait pas qui on est déjà, c'est très difficile de savoir où est-ce qu'on va et ce que l'on veut. Et une fois qu'on a compris qui on était, on saura exactement à qui est-ce qu'on veut parler. Mais surtout, si maintenant on intègre de l'empathie, comme Lionel l'a très bien expliqué, on saura aussi exactement comment tomber sur les bonnes personnes, enfin, comment parler à ces personnes sur lesquelles on veut tomber, pardon. Et choisir les bonnes personnes. Et choisir les bonnes personnes. Parce que des fois, on ne prend pas le tout venant, il faut s'adresser à des personnes qui vont recevoir ton message. C'est exactement ça. Et en fait, ça serait comme... ne pas faire ça, en fait, ça serait comme tout simplement une personne qui se dit qu'il peut être ami avec tout le monde et il cherche à être ami vraiment. Ouais, je veux un ami. C'est un peu l'époque Facebook où tu as ajouté tout le monde, tu cherchais pas à savoir qui était qui. Et derrière, en fait, tu tisses, entre guillemets, des liens, entre guillemets, avec des personnes en pensant que c'est des bonnes personnes. Et en fait, c'est des personnes qui te déroutent totalement. Et c'est exactement la même. C'est le mauvais ciblage, les mauvais ciblages qui entraînent des mauvais shoots. En fait, c'est surtout de la perte de temps. Et pour éviter de perdre du temps, faut prendre le temps de savoir qui est qui et qui je suis. C'est quelque chose de vrai, ce qu'il dit Aurélien, parce que moi je dirais que pour prendre un peu les 3 H, l'un de tes H qui est le hack, le meilleur hack c'est d'être humain. Tout simplement. Les années 2000, les années 20 des années 2000, comme j'aime le dire, finalement c'est une ère qui est très jeune, hein, tu vois. Et dans cette ère, il y a le marketing automation qui a fait son apparition et tout le monde est en sang sur le marketing automation. Clairement. Donc, c'est une bonne chose, ok. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on automatise des choses que humainement on aurait faites, mais juste pour aller plus vite. Mais je précisais que humainement on aurait fait. Donc, aller dire bonjour à quelqu'un, tu le dis. Bonjour. Le bonjour, il est sincère, c'est une vraie poignée de main. Je vois toutes les campagnes d'email, que ce soit des campagnes massives d'email via Sendinblue ou via Lemlist, etc. Comme des personnes finalement qui déshumanisent quelque chose qui est censé rendre plus humain quelque chose quand même, tu vois. Donc et ça aussi, c'est de la responsabilité des CEO, la responsabilité aussi des head-off, etc. de comprendre que les choses prennent un certain temps pour être mises en place et que ce temps bien investi, c'est du temps gagné par la suite. Tu vois, parce que finalement, l'une des choses en fait qui pollue finalement l'écosystème des startups, j'ai même dit l'une des choses qu'il y en a plein, c'est la vitesse. Faut aller vite. On veut prendre un growth hacker parce qu'il faut aller vite. Il fallait prendre un growth manager parce qu'il faut aller vite. Il faut prendre un business developer parce qu'il faut aller vite. Il faut prendre un head, faut mettre du customer care parce qu'il faut aller vite. Des SDR, BDR, il faut aller vite. Déjà, premièrement, tous les termes que je viens de citer, il y en a beaucoup qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Tu fais asseoir des head-off ou des CEO pour dire la différence entre un BDR et un SDR. Il y en a beaucoup de gens qui vont dire oui, je sais pas. Vous ne même pas dire je sais pas. Voilà. D'expérience. J'ai été recruté j'étais en processus de recrutement par plusieurs boîtes qui voulaient me caster et il y a des boîtes qui étaient intéressantes et je suis parti les voir. Et quand tu voyais leur fiche de poste sur Welcome to the Jungle, t'as l'impression qu'ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Et quand tu regardais 2, 3, 4 autres fiches de poste, tu te rendais compte qu'ils s'étaient exactement tous copiés les uns les autres. Et quand tu te retrouvais... Commande V. C'est ça. Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V. Voilà. Ça dépend si c'est sous Windows ou sur Mac. Mais clairement, du coup, tu te retrouves en entretien où tu as le sentiment que la personne en face de toi sait, mais en fait, elle ne sait pas. Et dans mon cas, étant donné que moi, j'ai eu l'occasion de bosser pour plusieurs startups, presque une vingtaine en quelques années, je me suis retrouvé à devoir expliquer ce que c'était que un gros hacker, un growth manager,
quelle était la différence entre un BDR et un SDR, et aussi, du coup, comprendre leurs besoins et les expliquer que parfois, en fait, vous voulez un growth hacker ou un growth manager parce que vous avez entendu dans tel podcast qui était successful, qu'ils avaient utilisé des growth hackers ou des growth managers pour devenir successful. Mais est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous avez la structure en interne pour avoir un système pour faire de l'inbound marketing, etc. Tu as des boîtes, par exemple, qui sont des boîtes à dominante sales, où du coup le produit et la structure de la boîte est faite pour que il y ait une dominante de sales dans la boîte, qui décrochent leur téléphone et qui du coup génèrent des leads, etc. Mais tu as des boîtes qui sont en dominante marketing, où du coup là on va vraiment construire une vraie stratégie marketing qui va être basée vraiment là-dessus. Mais tu veux pas faire les deux. Mais du coup, j'ai dit quelques idées comme ça de manière un peu dispersée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de un, il faut prendre le temps de mettre les choses en place, prendre le temps de savoir qui on est, prendre le temps de construire des bonnes stratégies, et que c'est que de cette manière-là que tu prends bien les virages et que tu gagnes la course. Et c'est ce que tu disais, se connaître soi-même. Savoir la dominance qu'il y a dans sa boîte. C'est exactement ça. Ça te permet d'être conscient, mais surtout d'avoir du discernement sur énormément de points. Et quand je parle de discernement, je veux surtout dire le fait que tu as beaucoup de boîtes qui vont se contenter de, comme il a dit, copier-coller, ne vont pas prendre le temps de savoir exactement est-ce que ça me correspond, et vont simplement faire comme les autres, se dire « Ouais, mais c'est pas grave, on va aller vite. Si on va vite, si on échoue, c'est pas grave. » Non, c'est grave d'échouer. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en fait, tu peux éviter le mur. Non pas que prendre le mur, c'est grave. Effectivement, prendre le mur, c'est pas si grave que ça. Mais c'est pas grave seulement si personne ne savait s'il était possible de l'éviter. Et que tu as tenté de l'éviter, chance pour toi, tu t'es pris le genou. Mais si par contre, il y avait un chemin sur le côté, tu te prends le mur, tout le monde t'a dit « Mais pourquoi t'es pas passé à côté ?»« Ouais, mais il fallait aller vite !» T'es pas intelligent. C'est ça. Parce qu'on est à la course de chiffres, la course afficher des résultats. On a parlé à tant de personnes, mais si tu regardes le taux de transformation sur ces trucs… C'est ça, tu vois. Et tout ça, en fait, c'est ne pas se connaître emmène très souvent à tout ça. Ne pas se connaître, ne pas chercher justement à s'asseoir, prendre le temps, ça emmène très souvent à tout ça. Ça emmène à des copier-coller de ceci, de cela. Et des stratégies copier-coller, il y en a à tout va. Hein. Mais maintenant, après, il y a un autre débat qu'on pourrait mettre en avant. C'est finalement, est-ce que c'est vraiment de la faute des CEO de copier-coller un peu tout ça? Parce que finalement, un CEO, il a une vision périphérique d'une boîte. Et lui, le CEO fait l'effort de recruter les meilleurs talents qui, eux, auront un domaine d'expertise pour pouvoir aller de l'avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période covidesque, comme je l'appelle, où finalement, comme jusqu'à la fin des années 2010, le lieu de rencontre par excellence pour tous les entrepreneurs, c'était les différents meet-up que tu pouvais voir chez The Family, à Station F, etc. Aujourd'hui, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn où tu peux faire le fanfaron, c'est LinkedIn où tu vas montrer tes chiffres, c'est LinkedIn où tu vas discuter avec d'autres gens. Donc du coup, donc sur LinkedIn, tu vas passer énormément d'informations, des personnes qui sont talentueuses à juste titre. Hein. J'ai parlé de Yann Leonardi, on peut parler aussi de Grégoire Gambato, on peut parler aussi de différentes personnes qui sont passées aussi dans ton podcast aussi également, tu vois, qui vont eux mettre en avant du coup des stratégies qu'ils ont mis en place pour eux et qui marchent. Et ils vont aussi parfois te parler de ce qui ne marche pas, mais vu que l'être humain est un être profondément con, en fait, il va juste retenir ce qui va marcher. Il va pas retenir que la personne, pour arriver là, en fait, il est passé par un process où il a fait en sorte d'éviter les murs. Tu vois. Mais les gens veulent simplement dire, ouais, mais on va prendre tous les process des gens qui n'ont pas pris les murs, et on va tous les appliquer. Mais ça, je trouve que ça fait une belle conclusion, c'est de, en fait, se connaître. Et prendre du recul sur tout ça et appliquer une stratégie qui nous ressemble, quoi. C'est exactement ça. Pas besoin de faire comme tout le monde Tu peux t'inspirer, tu vois. En fait, s'inspirer, c'est pas un mal, mais en fait, savoir que l'inspiration, comme son nom l'indique, c'est pas du copier-coller, tu vois. C'est ok, ça m'intéresse, je vois ce qui a été fait, comment je peux l'appliquer
par rapport à moi, ma manière d'être, ma manière de voir les choses. Comment en fait ça s'applique. C'est comme ça que tu t'inspires, tu vois. Exemple 50 Cent, qui lui a appliqué les choses d'une certaine façon, qui s'est inspiré de comment des artistes comme Master P avaient mis en place leur business à l'époque, s'est inspiré de mecs comme P. Diddy, s'est inspiré de gars comme Jay-Z, mais il s'est inspiré, il n'a pas copié-collé des modèles. Il s'est inspiré, c'est comme ça que lui-même a pu avoir sa place dans le classement Forbes. Et au même niveau artistique, c'est en s'inspirant de 50 Cent que tu as un artiste comme Pop Smoke qui effectivement était un grand fan de 50 Cent, mais ne copiait pas. C'est juste il s'inspirait parce que pour le coup, lui, il faisait une sonorité qui était totalement différente, une ambiance qui était totalement différente. C'est juste que effectivement, lui, c'était quelqu'un qui s'inspirait, qui avait pour inspiration 50 Cent. Il s'est dit, ok, d'accord, moi j'aime bien comment 50 fait les choses, je vais m'inspirer de ce que lui a fait et essayer d'identifier comment moi je peux les mettre en cohésion avec ma manière de chanter, ma manière d'être, ma manière de bouger, de danser, ma manière de voir les choses dans la musique. Tu vois. Donc c'est justement c'est vraiment penser à vraiment se connaître. Tu vois, c'est vraiment penser à se connaître. Et comme on dit toujours, hein, enfin moi comme je dis souvent plutôt, c'est une fois que tu te connais correctement ou que tu cherches à te connaître, et tu comprends beaucoup mieux à qui tu parles, mais aussi avec qui tu veux marcher et comment tu veux que les gens marchent avec toi. Tu vois, donc en gros, le côté de pas juste être un boss, mais surtout être un leader, tu vois. Et je dis ça aussi surtout parce que c'est des choses qui sont communes et qu'on a pu très souvent voir. Tu as des CEO qui ont une vision, une vision de leur boîte, une vision de leur business. Ils vont recruter une équipe, cependant, ils ne se connaissent pas suffisamment. Ça fait que les personnes qui vont recruter ou même les postes qui vont recruter, c'est des copier-coller. Donc en fait, ils ne savent pas ce qu'ils recrutent. Donc il y a une espèce de quiproquo et un manque d'échange et de compréhension de l'autre qui fait que plus rien ne marche correctement et tu as le CEO qui va mettre la pression sur un tel pour pouvoir faire ça, mais la personne elle se dit oui mais moi je sais que d'habitude je fais ça comme ça, ouais mais non mais on doit aller vite. En fait on revient après toujours dans le même cercle et ça fait que cette même personne se head off ou autre, donc va mettre la pression sur son équipe pour pouvoir lui aussi faire vite parce qu'il a mis en J. Et rien ne va au final, la boîte elle s'effondre. Et pourquoi ? Parce qu'en fait une seule personne a oublié de se connaître. Et c'est vraiment prendre le temps de se connaître pour mieux connaître les autres et prendre le temps d'écouter les autres et de savoir exactement qu'est-ce qu'ils ressentent et comment tu peux apprendre et évoluer de par de leurs émotions en fait, de leur manière de faire des choses. Non, c'est hyper intéressant. Et c'est là où moi je vois l'apport que peut avoir un profil un peu externe dans la boîte et venir et un peu, tu vois, coller, un peu faire des ramifications en fonction du profil du CEO, en fonction des teams et dire, écoute, je pense que tu dois te baser sur tel H ou tel H et puis essayer de créer une cohésion. Justement, comme tu as dit, profil... ce que Entrepreneur as a Service pour le coup et a le potentiel de faire, a largement le potentiel de faire, et c'est surtout pas pour vous, tu vois, pour Entrepreneur as a Service, ce qui est important, c'est de vraiment évangéliser, de vraiment évangéliser cette vision, évangéliser cette compréhension, évangéliser le fait que prenez le temps, vous en tant que CEO, de vous connaître, parce qu'en fait, justement, on vient de voir qu'il y a peut-être, à ce niveau-là, ça serait peut-être plus la hype qui serait bien pour vous. À ce niveau-là, ça serait peut-être plus le hustle qui serait bien pour vous, peut-être plus le hack. Et une fois que
Une fois que vous avez réussi à mettre ça, une fois que vous avez réussi justement à mettre ça en place, bah, ça permet aussi de vous en tant que prestataire, entrepreneur de service, de pouvoir en fait justement soit placer un bizdev, placer un bizdev justement dans l'équipe qui puisse justement correspondre à l'identité même de la boîte et de pouvoir en fait avoir ce profil qui puisse level up la boîte et surtout qui viennent de vous. Pourquoi je précise vraiment qu'ils viennent de vous? C'est dans le sens où que ça soit une personne qui comprenne justement le fait que le business développement, c'est pas que simplement de la vente sous processus, dans sa forme processus commercial, tu vois, dans sa forme commerciale. Je prends mon téléphone, j'appelle, le market, je m'en fous, le produit, je m'en fous. Non, c'est une vision 360. Une vision 360 totale et chercher vraiment à se dire ok, la boîte je veux l'amener à tel niveau parce que en fait j'ai cette vision 360. Non, je pense que tu as la conclusion là. Ce sera même l'intro, je pense. Merci les gars en tout cas. Merci à toi. Et on se refait un épisode ensemble rapidement avec Moshi la prochaine fois. Carrément, on va faire un épisode avec on lui Moshi. envoie un petit coucou et merci.